that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel good. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans 30 minutes d'émission pour profiter des ondes positives de notre invité. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme, cette fois-ci acteur d'un peu, beaucoup de mieux vivre ensemble par son engagement personnel, professionnel, bénévole, politique. Il apporte un peu de bien-être et de mieux vivre. Aujourd'hui, notre invité, Dominique Potier. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Heureux de t'accueillir. Je suis heureux d'être à RSN. Voilà, oui, les radios associatives, on va en parler. Tu fais partie de la bande qui a créé Radio Déclic. On en profite pour les saluer. Heureux de t'accueillir. Tu vas marquer un peu la fin après d'une série longue d'invités politiques. Voilà, on va se calmer un petit peu sur les politiques, mais il y avait les élections européennes qui approchent, donc il fallait faire les politiques avant la période un peu de réserve. Donc voilà, et donc le plaisir d'accueillir un député du Toulois, Dominique Potier. Tu dirais quoi de toi pour te présenter aujourd'hui ? Alors ça, j'ai pensé à tout sauf à cette question. Je dirais que je suis député d'un territoire dont je tire une très grande fierté. D'un territoire plein de vie, plein d'initiatives, plein de mouvements, et que ce territoire me donne une force extraordinaire pour être dans la minorité, dans une opposition très minoritaire aujourd'hui, une force de proposition. Et j'espère mettre des ondes positives dans l'Assemblée. Alors on va essayer d'en mettre à la radio déjà par cette rencontre que tu as acceptée, merci. Du local au global, j'avais envie de dire en travaillant avec toi, parce que tu évoques tout de suite ce territoire auquel tu es particulièrement attaché. L'agriculture, ça représente une part non négligeable de ta vie et de ton engagement ? Oui, tout à fait. Ça a été une installation sur la ferme familiale, une ferme familiale qui a été transformée en une coopérative, un GAEC qui a accueilli jusqu'à 4 associés qui n'étaient pas d'origine agricole. Donc on est passé de la tradition familiale à une ferme coopérative, un engagement dans le monde de la bio, dans les coopératives, dans les groupes de développement. Je crois que ça a été, sur le plan économique, mes premiers engagements. Une nouvelle forme d'entreprise, une entreprise citoyenne, une entreprise écolo, une entreprise coopérative. C'était quand ? Alors ça, j'avais un peu plus de 20 ans, j'avais fait des études agricoles, j'avais repris des études universitaires pendant que j'étais paysan. Je les ai fait seulement après. Donc ça c'est les années 80. C'était un peu épique, ouais, c'est les années 80, tout à fait, 80, 90 même. Et puis, c'est ça, c'est ces années-là, et je suis rapidement responsable au niveau de la Chambre d'agriculture sur les groupes de développement, et puis au niveau national un petit peu. Voilà, donc, tout un parcours où je suis engagé dans le monde de l'entreprise, de l'agriculture et du territoire. Donc tu assumes pleinement le côté économique de l'agriculture, le côté entrepreneurial de... Mais j'assume tout de l'agriculture, la dimension sentimentale, quasiment viscérale. J'ai eu besoin, là, pendant les fêtes, de retrouver le tempo de la salle de traite. Il fallait que j'entende à nouveau ce bruit, que je sente. Je ne peux pas passer un week-end sans manœuvrer de la matière. Alors, ça peut être un peu de bois, un peu de terre. Je ne travaille plus sur la ferme, ça n'aurait pas de sens. Enfin, je n'ai pas été élu député pour ça. Mais j'ai besoin de ce contact avec la terre, et avec les miens, donc avec un paysage. J'ai besoin d'être... Je suis terriblement enraciné. Complètement universel dans les combats, on va le voir tout à l'heure. J'ai pris pour ma carte de vœux la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration de 48. Mais j'ai besoin d'avoir ces racines paysannes et humaines, de la proximité. J'ai jamais été si heureux
pendant ces vacances, cette pause de Noël, que d'aller saluer quelques aînés au village, de recroiser des copains, d'être dans un rayon de très grande proximité. Oui, tout à fait. Le Toulois aussi, tu y es né carrément. Oui, Michel Diné disait vivre et travailler au pays. Je pourrais dire naître, vivre et travailler. J'en fais pas un idéal, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me comble complètement. J'aime bien l'idée des racines et des ailes. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille porteuse de valeurs fortes, d'un ancrage territorial à travers la paysannerie, il est très ancré, que je pense pouvoir porter des combats. Et dans tous les milieux. Bon, c'est peut-être une des choses qui me caractérise, c'est que je suis aussi à l'aise à Paris. Je dois avoir 3 colloques, je vais à Bruxelles jeudi devant la commission pour défendre une loi dont on va peut-être parler tout à l'heure. Je suis ce soir certainement sur un piquet de grève de la SAM, et entre-temps je serai à la préfecture ou à l'hôpital Saint-Charles à Toul pour les vœux au personnel. Dans tous ces lieux, je me sens très bien chez moi. Voilà. Dans tout ça, je me sens comme à la maison. Mais c'est parce que j'ai acquis ces racines liées à des valeurs et un terroir. Ouais. Tu nous en dis un petit peu de tes racines, justement, tes parents, ta famille, ce Moi, terroir. j'aime bien dire que j'ai eu trois écoles qui m'ont fait grandir. La première, c'est la famille, des valeurs familiales incarnées. Non pas proclamés. Chez nous, c'était pas des diseux, c'était des faiseux. Vous savez, dans l'agriculture, il y a la tradition lait de gauche, lait de droite. Chez nous, chez mes parents, elle était mélangée. C'est la tradition des partageux. Ceux qui avaient la porte ouverte et qui avaient choisi plutôt de partager la terre, de partager le travail, de partager leurs biens également. J'ai hérité de ça. C'est-à-dire les gens engagés. Mon père était chef de corps des sapeurs-pompiers, ma mère avait de multiples engagements, et chez nous, la porte était ouverte. Tes frères et sœurs ? Et ça c'est 3 sœurs. Et donc, cette famille est la première école de la vie. La deuxième, c'est certainement l'école de la République. Je fais partie de ceux qui la vantent en permanence, de l'école primaire au lycée agricole, en passant par toutes les étapes et puis les universités que j'ai pu fréquenter. Je rends hommage à tous ces maîtres que j'ai croisés dans ma vie. Ils n'étaient pas tous excellents, mais j'en ai croisé suffisamment d'excellents pour avoir des tuteurs extraordinaires. Voilà. Donc vraiment hommage à l'école de la République, je le dis avec clarté. Et puis il y a une troisième école, c'est l'éducation populaire, c'est le mouvement associatif. Chez moi, il est versus catho, puisque c'est le mouvement rural de la jeunesse chrétienne qui va être mon école d'éducation civique. Mais chaque fois que je cite ce mouvement, je rappelle que dans la diversité de l'offre qu'il y a aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver dans toutes les traditions spirituelles, agnostiques ou croyantes. Chacun peut faire un bout de chemin. Et je crois profondément qu'entre l'école et la famille, il faut un tiers-lieu pour grandir, pour vivre des aventures collectives, des apprentissages qui fournissent cette humilité. Il n'y a rien de plus terrible. Et je l'ai vu à l'Assemblée, que ces gens qui arrivent jeunes, élus, et qui n'ont jamais eu... Chez nous, il y avait un vieux paysan, il disait « Il faut avoir distribué des journaux que personne ne lit. » Et je pourrais dire parfois, il faut avoir fait des radios que personne n'écoute, etc. C'est pas le cas de RCN, c'est pas le cas de Déclic, heureusement, mais il faut avoir été dans la fabrique de ces choses où on part de rien. Quand on a fondé Radio Déclic à partir de cette aventure du MRJC, on a dû aller chercher un camion de châtaignes en Ardèche. On avait des copains dans une coopérative de production pour les revendre ici. On a planté du maïs qu'on a vendu sur le marché de Vendeuvre, etc. Donc on a fait des choses incroyables. Il fallait se lever très tôt, on travaillait tard, etc. Et ça nous a forgé un caractère et une forme peut-être d'humilité dans l'action qui est indispensable. Je crains ceux qui ont cette malchance d'avoir tout au cuit, ou à qui la société de consommation fait croire que tout dépend de l'argent. Non, il y a un génie du collectif, de l'aventure collective que peut donner l'éducation populaire. Moi, je plaide vraiment que dans les remédiations de notre société, puisqu'un grand débat national est ouvert, on va inventer toutes sortes parfois de gadgets ou de réformes constitutionnelles. L'essentiel, c'est l'éducation civique, c'est de faire de l'homme, de la femme, bien sûr, au sens large, un citoyen. Donc quelqu'un capable de droits et de devoirs, capable d'engagement dans la durée, d'engagement altruiste pour des causes qui le dépassent. Si nous ne retrouvons pas cette école-là dans notre République, tout le reste sera vain. Alors je disais du local au global, tu nous donnais l'exemple du local, la création avec les copains de Radio Déclic, ce formidable élan à la fois de générosité, de volonté de donner la parole aussi, de Une des plus belles recueillir des avis réalisations, différents. c'est les écoles rurales
sont plutôt éclatés sur le territoire par nature. Ce sont des petites écoles avec des petits nombres, c'est en train de changer, mais c'est plutôt ça. Et une des intuitions qu'avait porté Denis Zimmermann, un copain qui nous accompagnait à l'époque, il était instit, c'était de faire de la radio un instrument pédagogique. Et encore aujourd'hui, donc ça fait maintenant plus de 30 il y a ans, toujours cette des émission. écoles, on en est à la deuxième génération, il y a des enfants d'enfants qui ont fait Radio Déclic, que j'ai retrouvé dans une fête il n'y a pas longtemps. C'est la deuxième génération de gamins qui se racontent des histoires, qui font des jeux, qui font de la pédagogie interactive via la radio. C'est donner la parole aux gamins du milieu rural, c'est donner la parole aux artistes, donner la parole aux plaidoyers divers, donner la parole. Alors aujourd'hui, du local et de cet éduc pop qui t'est cher, on en arrive peut-être y a-t-il un lien, des racines là, à Esprit Civique, ce think tank que tu as créé avec d'autres élus, d'autres acteurs aussi de la société civile, pour être un lieu, quand tu présentes Esprit Civique, pour être un lieu de dialogue, de réflexion, je dis think tank, moi, ça me fascine. Toute mon école, on a compris, c'est l'éducation populaire, c'est bien sûr des formations, mais c'est l'éducation populaire, et c'est un courant de pensée qu'on peut qualifier de social-chrétien qui va s'incarner dans la vie politique par des hommes comme Michel Rocard, comme Jacques Delors, qui ont toujours été pour moi des références. Alors, il n'y a pas que ceux-là. Hein. J'admire par exemple Edgar Pisani, qui était dans une toute autre tradition spirituelle, par exemple. Il n'y a aucun sectarisme en l'occurrence, mais il y a un courant de pensée profond qu'on va retrouver à droite et à gauche, mais il a un versant gauche, ce courant du christianisme social qui va inspirer le mouvement coopératif, le mouvement européen, une certaine idée de la personne, une certaine idée du monde, etc. Donc c'est une vision du monde, un déchiffrement et une vision du monde qui est partagée, une forme d'humanisme, parmi d'autres humanismes. Or, la source, c'est un petit peu tarie. Il y a une génération Delors qui n'a pas eu de successeur. Je me suis dit, moi j'avais 50 ans en 2012, ce qui me paraissait important en regardant un peu la force et les faiblesses. J'ai vu assez rapidement les forces et les faiblesses du hollandisme et de cette majorité. C'est de dire, mais il manque à la gauche ce qui a été le génie propre de ce courant de pensée. Et il m'a paru important avec quelques collègues et des militants ici la TD Carmonde, du CCFD et d'ailleurs, de constituer, issus du scoutisme et d'autres mouvements proches de ce courant de pensée, syndicalistes également, de reconstituer du monde de l'entreprise, de reconstituer un cercle de réflexion capable de contribuer à cette renaissance républicaine dont la crise des Gilets jaunes nous montre l'urgence aujourd'hui. Alors quand on critique un petit peu, on dit mais c'est le catho de gauche de service. Alors j'aime pas catho de gauche, j'aime bien... j'ai jamais proclamé que j'étais chrétien, mais je ne le confesse pas spontanément. Mais quand on me pose la question, je dis quelles sont mes racines. Je ne suis pas dans la confusion des champs. Je pense jamais avoir été sur ce lexique à l'Assemblée nationale. Par contre, je revendique que la République gagne quand elle s'inspire des traditions spirituelles dans leur diversité. Et que la République, c'est le cadre et le creuset. Elle peut être le cadre et le creuset d'une expression spirituelle. Alors, un cadre protecteur des libertés individuelles et de l'espace public. J'y suis aussi vigilant que quiconque sur ce sujet. Mais elle peut également être, et des libertés individuelles, elle peut également être le creuset où des courants de pensée s'affrontent, se confrontent et s'expriment. Il me semble que les combats que j'ai portés à gauche, au sein de la gauche, s'ils sont inspirés de cette tradition-là, n'en sont pas moins laïques que d'autres et ont une saveur singulière. C'est ce que j'essaie de développer. Et justement, tu le développes dans ta lettre de vœux cette année où tu dis « Comment accepter ces limites et ce nouveau partage sans une révolution spirituelle au sens laïque du terme ?» Tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Comment accepter ces limites et ce nouveau partage sans une révolution spirituelle? C'est la question majeure de notre génération. Nous avons des limites planétaires. Le changement climatique en est l'expression la plus radicale, qui nous amène à changer de modèle de développement et donc de style de vie. Or, l'essentiel des combats portés par la gauche, la droite, de façon assez consensuelle, c'était toujours plus de biens. Et pour tous, avec une sorte de mimétisme qui faisait qu'on voulait toujours retrouver la classe supérieure, avoir plus d'argent, etc. Bon. Cette course-là, elle est impossible. On sait qu'on ne pourra pas survivre si on ne partage pas mieux entre les pays et au sein de chaque pays. Et pour faire cette révolution, sortir de l'appât du gain avec ces comportements indécents, inutile de les énoncer, c'est la une de Libé aujourd'hui, on en voit bien la démence quelque part. Il faudra que nous tous, on vive une quête de pouvoir de vivre qui ne soit pas uniquement calquée sur un pouvoir d'achat. Et pour ça, il faut qu'on redécouvre d'autres joies et d'autres sources
de vivre que les normes que nous file le monde marchand. Heures sur 24, tournent les machines qui s'encrassent et se détraquent, se calaminent et souvent tombent en panne. 24 heures sur 24, mon cœur bat, mon cœur bat. Et quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre comme le cœur de mes frères, d'amour et de colère, à travers le mien. Oh, oh, baby, la mort est toujours proche, la mort est toujours là. J'ai le cerveau qui résonne comme une vieille cloche fêlée, oh, baby. La mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais baby, la mort est le berceau de la vie. Laisse-moi te rouler une galoche, la santé de l'amour fou, pour compenser toutes ces taloches que la vie a filées à mon papa. Garde le feeling au bout des doigts, au bout des seins, au creux des hanches, et laisse-le monter sur mes planches, surtout ne le retiens pas. Loin des nostalgies résignées, fais voir ta grâce et ta beauté, digne et jolie, digne et jolie, s'éclater sur le bois de mes planches, frapper du pied, claquer des doigts, chanter la folie, la jouissance, l'amour de la vie, digne et jolie, jusqu'à ce que mon cœur flambe. La mort est toujours proche, j'ai des trous plein les poches, et le cerveau qui résonne comme une vieille cloche fêlée, oh, baby, baby. La mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais baby, la mort est le berceau de la vie. Baby, baby, la mort est le berceau de la vie. Oh, 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 baby, baby. Jacques Higelin, quel drôle de choix. Ou non, pas tout à fait. La mort, le berceau de la vie, puis c'est Jacques Higelin, c'est la nostalgie de notre enfance, puis ça traversera les temps, je crois. En tout cas, mes enfants l'écoutent, j'espère mes petits-enfants aussi. On était sur la transition écologique. Le souvenir que j'ai de Dominique Potier, c'est une magnifique rencontre où tu avais fait venir celui qui n'était pas encore, qui n'était pas politique, qui avait déjà refusé, je crois quand même, de partir, qui n'avait pas été soutenu pour partir pour la présidence de la République avec les Verts. C'était Nicolas Hulot à Neuve-Maisons. Oui. Tu l'avais fait venir, c'était en 2000, j'ai pas retrouvé la date en fait, 2010. Oui, 2 ans avant les élections de 12 alors.
2015. 15, 2015. d'accord, ouais. On lançait un contrat de transition énergétique, territoire énergie positive sur le territoire, et il était venu un peu être comme grand parrain. Et puis on avait développé avec lui une amitié dans des combats multiples autour des pesticides, autour des droits humains et du développement des multinationales. Sur multiples sujets, on s'était retrouvés. J'avais aimé ses failles, ses fragilités. Et je suis persuadé que c'est ça, ce à quoi les Français sont attachés, c'est sa pédagogie, sa simplicité, mais également ses failles et ses fragilités qui sont aussi révélées dans l'exercice du pouvoir, évidemment. Ouais. Je garde un lien fort avec lui, une grande fidélité à l'homme qu'il avait. Une déception que tu as vécue à son départ, à l'annonce de son départ? En même temps, c'était une clarification. Il faut être honnête, c'était une clarification, parce qu'il n'en pouvait plus, mais nous non plus, quoi. Il y avait une forme d'ambiguïté, quoi. Donc ça a été une clarification. C'est un peu le début de la fin de cette majorité dans une trahison d'une promesse qui ne pouvait pas être tenue, et trop de contradictions. Donc, comment tu gardes un cap d'espoir là, elle est indéfectible. Moi, je relis souvent le poème que lisait Nelson Mandela quand on se plaint, qu'on est fatigué, etc. Il faut relativiser tout ça. Hein. Il y a des gens qui risquent leur peau, qui ont passé des années en prison. Enfin, il faut relativiser, quoi. Être engagé aujourd'hui, c'est dans une démocratie moderne, c'est sans commune mesure avec ceux qui... Je pense toujours à ces combattants du Sud et des pays qui ne sont pas des espaces de liberté. Eux sont les vrais héros. Et Nelson Mandela était de ceux-là. Et c'est ce poème qui l'a aidé à tenir, aussi étroit soit le chemin. Je reste le capitaine de mon âme, Invictus. Il faut relire Invictus, il faut une longue mémoire. Elle vient, j'ai évoqué une tradition spirituelle, il y en a d'autres. J'étais impressionné par la rencontre avec le grand rabbin il y a peu de temps à Nancy, qui nous disait qu'on ne réparerait pas le monde, on ne pourrait pas réparer le monde sans réparer l'homme. Je suis impressionné par le dialogue que j'ai avec les communautés musulmanes à Toul, qui m'accueillent régulièrement dans leur nuit ou à l'occasion de leurs prières ou lors d'échanges divers. Je suis impressionné par tous ceux qui sont des chercheurs de l'homme aujourd'hui, de Dieu, de l'homme, qui sont aujourd'hui dans cette recherche et qui disent quelque chose de l'espérance. Elle est indéfectible. Elle ne sera pas donnée par cette dimension uniquement matérielle de l'homme qui épuise la planète à force de pillage et de gaspillage et qui épuise nos vies. Si on veut donner une chance à la vie, il faut redonner un sens à nos vies. Et je crois que le politique aujourd'hui, il doit appeler à ce sursaut. Si on est en permanence dans la compétition, on va vers la mort de la planète, la mort de la personne humaine. Il y a deux choses qui sont fragiles aujourd'hui, et c'est le même mot, Christophe, c'est le mot humanité. On parle d'humanité pour la maison commune, la planète, et on parle d'humanité pour la dignité humaine, la personne. Les deux sont fragiles aujourd'hui. Et de cette fragilité peut naître un renouveau. Moi, en tout cas, j'y travaille. Et les quelques combats qu'on porte localement, nationalement et parfois à l'échelle internationale, ils sont de cette trempe-là. Comment redonner un sens de l'homme et un avenir à notre planète. C'est un défi extraordinaire. Quand je rencontre des jeunes, j'en ai rencontré plein cet été, de la France insoumise à Marseille, à Thésée, en passant par les jeunes de l'ENSAIA qui m'ont choisi comme parrain de leur promotion, et puis plein d'autres, ceux du MRJC, dans une rencontre franco-allemande. J'ai rencontré des jeunes de tous horizons, politiques et spirituels. Et il y a une quête d'une parole forte et vraie. Ça grandit, ça espère. Moi, je pense que c'est ce monde nouveau qui sera le fait d'une génération héroïque. Il est déjà en devenir dans tous ceux qui résistent à l'ère du vide et dans cette génération qui vient. De ces idéaux, pas des idéaux, de cette espérance humaniste, tu es en même temps les pieds sur terre. Ton dernier gros rapport sur le foncier agricole. Ah oui. Tu peux nous dire, il y a un parallèle à faire entre ce que tu viens de nous dire là. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. La révolution, c'est le partage. Parce que la terre, si vous la concentrez, accaparement, artificialisation, appauvrissement, les trois mots dont souffre la terre, vous perdez de la valeur, vous perdez de la saveur et vous perdez l'âme de notre civilisation rurale. Mais en même temps, vous mettez en cause sa résilience dans le changement climatique. C'est énorme. Un quart des solutions passe par la qualité du sol. Et si vous la partagez, au contraire, vous la protégez. Et le monde ne tient que si on prend soin de lui. C'est vrai pour la République aussi. Et si on la partage, eh bien on crée de la valeur. On crée de la valeur économique. Il y a plus de valeur sur 1000 hectares avec 10 fermes de 100 hectares. Il y a 2 fois plus de valeur qu'une seule ferme de 1000 hectares. Toutes les démonstrations économiques le montrent. Vous gagnez puissance 3 en valeur écologique. Et sur le plan social, vous avez des hommes libres, entrepreneurs, coopérants. C'est pas pareil que d'avoir des monopoles de la finance et court-termistes, quoi. Donc il faut lutter contre l'accaparement des terres. C'est mon combat depuis 5 ans. C'est désormais un rapport.
Et puis, je m'en réjouis, tout l'arc syndical, la société civile, les ONG, qui souvent, entre le monde paysan et les ONG, se titillent. Et moi, j'adore faire ce boulot, c'est le boulot d'un passeur. Eh bien, les ONG et les paysans, dans leur diversité, sont en train de se mettre d'accord sur le fait que la terre, il faut l'organiser, la partager, préparer le renouvellement d'une nouvelle génération. Il en va de la souveraineté alimentaire du monde, il en va d'une partie de la paix du monde et puis de la force de nos paysages. Je le disais à Reynald de Rigolo hier, qui recevait le prix Stanislas de l'Académie Stanislas pour l'œuvre de Flore 54. Je disais, vous avez gagné les 10 000 hectares de la forêt de haie. Êtes-vous sensible aux milliers d'hectares de polyculture élevage, de prairies qu'il va falloir sauver pour que l'écosystème nancéen du Sud Lorrain soit préservé dans toutes ses qualités? On a l'animateur de biodiversité qui nous a rejoint dans les studios et qui t'écoute avec, je vois, beaucoup d'envie de te retrouver dans une prochaine émission. En termes de synthèse, je te propose de parcourir tes 3 dates importantes dans ta vie. Il y a celle du 11 septembre 1987, c'est un spectacle. C'est un spectacle à pluie et le beau temps, c'est le théâtre du Jarnisy, on va voir la pièce. Et au printemps, c'est génial. C'est des amis, des copains, de notre génération, voilà, qui avaient fait des clics, qui avaient fait tout ça. On était à moitié paysans, moitié dans la vie sociale, etc., engagés partout, et un peu nomades, hein, comme on l'est dans ces années-là. Et on va voir ça, on nous dit c'est impossible. On les accueille dans une ferme, la ferme de Savonnières, à Fougue, et 2000 spectateurs vont venir. C'est un moment fondateur, on raconte l'histoire de l'agriculture, c'est au bénéfice de Radio Déclic, c'est la naissance également d'une coopérative d'utilisation du matériel agricole, c'est la rencontre avec mon épouse au passage, c'est la naissance d'un foyer et d'une famille. C'est pour ça un petit clin d'œil que j'ai choisi, un clin d'œil amoureux, que j'ai choisi cette date du 11 septembre 87, et c'est la fête au milieu d'un monde économique qui accueille la société entière pour parler de ce que c'est que le métier de paysan, de nourrir la terre, et on mange ensemble, on fait la fête. C'est l'âge d'or de la radio, c'est l'âge d'or d'un renouveau du territoire, c'est la fin de la période un peu adolescente éducation populaire et la naissance de l'engagement vers la vie économique, l'entreprise agricole et les engagements qui en découleront. C'est le moment où Dominique devient un peu adulte? Un peu peut-être, oui, c'est ça. Ils vont dire, il a mis du temps, hein, 87, 64, oui, 87, et alors, ouais. 17 mai 2013, oh là, on fait un saut, là, très, très rapidement. Date symbole, je suis président de la communauté de communes du Toulois, on a un bras de fer avec Michelin dans le cadre de la fermeture de l'usine Kléber, puis 120 personnes ont perdu leur emploi. 820 personnes, c'est 15% de l'emploi industriel du grand territoire qui disparaît. C'est un traumatisme social, économique, fiscal pour les collectivités. Et le Toulois, à ce moment-là, naît aussi dans la crise Kléber. Il reprend la compétence économique, il va unifier des territoires qui étaient fragmentés. On avait 5 collectivités, on est aujourd'hui une seule collectivité. Ce territoire va prendre une compétence économique et il devient, à cette date précise, propriétaire des terrains Michelin, qu'elle est vendue à la découpe dans une logique d'opportunisme financier. On convainc Michelin, dans un rapport de force créé à partir de 2012, État et collectivités ensemble, qu'il faut que le territoire reprenne la main sur son avenir. On va faire la même chose sur les friches viticoles. 150 citoyens ont créé un groupement foncier qui a permis l'installation de 2 viticulteurs en biodynamie. On va reconquérir les friches industrielles, on va reconquérir l'hôpital Jeanne d'Arc, on va remettre de la vie là où il y a eu de la destruction et de la pollution, et on va remettre de la vie. Aujourd'hui, une dizaine de PME ont recréé pratiquement la moitié des emplois qui avaient disparu, et c'est pas terminé. Aujourd'hui, des viticulteurs s'installent là où il y avait des friches. Le territoire a repris la main. Il a fait de son économie et de son projet économique une capacité à s'organiser, à s'unir et à dialoguer avec la métropole. L'autre date que j'aurais pu prendre, c'est la création du pôle métropolitain, du schéma de cohérence territoriale qui unifie tous les territoires du sud de la Meurthe-et-Moselle avec la métropole et qui nous permet de coopérer ensemble. Mais tu as pris une 3e date qui va nous permettre de le 27 mars 2017, c'est l'adoption. Ça fera bientôt 2 ans de la loi sur le devoir de vigilance. C'est la condamnation, la possibilité qui est effective depuis le 1er janvier de cette année, c'est pas que j'ai pris cette date, de l'obligation pour les multinationales de prévenir les atteintes à l'environnement et les atteintes aux droits humains, l'esclavage moderne. Aujourd'hui, on a toutes les chances que nos téléphones, nos vêtements, parfois
l'aliment qu'on va manger était fabriqué par une multinationale. Cette multinationale, elle produit rarement dans les Vosges ou à Bar-le-Duc. C'est souvent dans des pays au bout du monde où les droits humains et de l'environnement sont mal respectés. C'est une première mondiale. Ça a été le fruit de 4 ans de combat. C'est un travail fait avec les ONG. C'est un travail Amnesty, CCFD, Peuple Solidaire & Co, Sherpa, et puis qui a coalisé tous les syndicats français et 4 groupes parlementaires. C'était une victoire de la démocratie contre un exécutif et surtout un patronat conservateur et ultralibéral qui n'en voulait pas. Une partie du patronat, je vais être dans le discernement, c'est une victoire de la démocratie parce qu'on a imposé par la force des idées et de la conviction cette loi au bout de 4 ans. Aujourd'hui, je vais à Berlin je suis à Bruxelles jeudi et en fin du mois, je fais un aller-retour à Berlin à l'invitation du gouvernement pour parler de cette loi. Je vais à la commission parce que ça doit devenir une directive européenne. Et pour la 4e fois, un groupe onusien, j'étais à New York en parler à l'ONU, reprend cette loi française. Elle est partie de ce grand espace. Personne ne peut vivre esclave. Nous devons aujourd'hui assurer dans la dignité humaine, y compris au bout du monde, et des enfants au bout du monde, la survie de l'humanité. Elle passe par cette dignité de la personne qui est reconnue partout. L'économie doit être au service de l'homme. C'est ça que nous disons. Et l'économie doit être en même temps écologie. Et c'est ça le grand combat du 21e siècle. Il devrait réunir tous les gens de bonne volonté. Et c'est pour ça que je fais de la politique. Le truc qui te donne la patate le matin, on l'a un peu compris, mais c'est la question traditionnelle. Qu'est-ce qui te donne le matin l'envie d'agir ? Des hommes et des femmes debout. Merci Dominique de t'être arrêté à RCN et on en profite encore pour saluer nos copains de Radio Déclic. Merci. So good, I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel